Bonsoir à tous. À la une de ce journal législatif et municipal 2020, certains candidats déclarés et responsables politiques de l'opposition broient du noir et accusent ouvertement certaines autorités de compliquer les procédures d'obtention des documents exigés pour cette compétition électorale. Dans un communiqué conjoint signé des responsables politiques du MRC, du SDF et du CRAC, ils interpellent le directeur général des impôts et les CAM sur les clarifications concernant la constitution des pièces exigées pour les législatives municipales. Nous en parlerons dans ce journal. Et les entreprises africaines qui éprouvent des difficultés à respecter la réglementation internationale dans le système financier international. Un séminaire s'est tenu au JICAM afin de leur donner les clés pour comprendre comment mieux gérer ses comptes bancaires à l'international et effectuer des virements bancaires à l'étranger et la réglementation en termes de change dans la zone CEMAC. Nous en parlerons dans le chapitre économie du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette grogne des populations à Bafoussam, dans la ville capitale régionale de l'Ouest. Les populations sont sorties de leurs réserves pour dénoncer le non-paiement des droits d'indemnisation à la suite des projets routiers en cours de construction dans la capitale régionale de l'Ouest. Ils dénoncent le fait qu'ils ont été victimes d'expropriation et pourtant jusqu'ici leurs droits d'indemnisation n'ont pas été réglés. On fait le point avec Leclerc Sakem. Elles sont sorties en masse, les populations du village Camp, dans l'arrondissement de Bafoussam 1er, pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de l'entreprise en charge des travaux de bitumage de la voie de contournement de la ville de Bafoussam pour le stade Kwekon. Des principaux mobiles à l'origine de leur colère, la destruction du réseau d'eau et la non-indemnisation des personnes égarpies. Les maisons détruites, les terrains détruits avec les clôtures. Vraiment, on souffre. Ils ont demandé quelques places fabriquées. Croyez que dès d'aujourd'hui, l'argent peut venir. Ce n'est pas venu. Ils vont faire comment? Un papa avec 10 enfants, avec 3 femmes. La maison, on ne connaît pas d'où il vit. Vraiment, aidez-nous. Et nos maisons, nous ne se connaissons même pas là où on va dormir. Tout le village est d'abord disparu de nom à l'âge. Et nous sommes là pour souffrir. Depuis quelque temps qu'on nous avait déplacés. Long de plusieurs dizaines de kilomètres, le tronçon CAM Stade Kwekon, dont les travaux sont en cours de réalisation, a fait déguerpir de nombreuses familles. Celles-ci n'ont toujours pas été rétablies dans leurs droits, obligées de squatter des maisons pour habiter. Ici, l'eau est une denrée rare et même la qualité n'est plus la chose la mieux recherchée. On nous a toujours dit l'eau c'est la vie. C'est bientôt 1 an qu'on a cassé notre réseau. Voici les pluies qui s'en vont comme ça. On va faire comment? Nous attendons seulement à bras ouverts la typhoïde. Vous allez nous rejoindre là où on souffre. Là où l'eau sort en bas comme ça là. Par avant il y avait des tuyaux. Nous puisons l'eau bien. Mais quand la ville est venue nous gâter comme ça, on essaie là ou pas. Et la maladie nous tape souvent avec l'eau sale. Les femmes et les enfants, on dit ça. L'eau depuis que vous-même, vous voyez, ce n'est pas du mensonge, vous sont à côté. Dans leur colère, ils ont, à l'aide des pierres, barricadé la voie qui mène dans ce chantier, obligeant les ouvriers à observer une cessation de travail. Dans cette ambiance surchauffée, le sous-préfet de Bafoussam 1er est intervenu pour désamorcer la bombe. Aboubakar Gaba déplore le manque de communication entre les différentes parties. L'entreprise incriminée a promis d'accélérer la réalisation des ouvrages et de se pencher sur les plaintes des populations. Le gouvernement éprouve-t-il des difficultés à réguler l'activité des mototaxis dans les principales villes du Cameroun après leur mouvement d'humeur dans la cité capitale? Le ministre de l'administration territoriale et d'autres autorités locales jouent la carte de l'apaisement tout en insistant sur les enjeux du respect de la réglementation de cette activité, souvent pointée du doigt dans le désordre urbain.
Emmanuel Job et Gizogo. Passé les remous des mototaximens lundi dernier, le gouvernement maintient la pression sur les conducteurs des engins à 2 roues. Une réunion s'est déroulée à Yaoundé entre le ministre de l'administration territoriale, le préfet du Fundi, les sous-préfets des 7 arrondissements de la capitale, les maires et les mototaximens. L'arrêté du préfet du Fundi et le délégué du gouvernement qui crée des zones interdites pour la circulation des mototaxis doit être scrupuleusement respecté. Pour le MINAT, il est question de faire respecter les dispositions prises dans la réglementation de l'activité des mototaximens. Il est temps pour nous d'encadrer cette activité, je précise, qui est très utile pour les populations. Mais nous souhaitons que Yaoundé soit vraiment une belle ville comme elle a été prévue. De leur côté, les mototaximens saluent les aménagements opérés dans la délimitation de la capitale, cause des échauffourées de lundi dernier. Nous saluons la décision du gouverneur qui est venu rétrécir même les zones interdites, parce que lorsque nous connaissons les arrêtés conjoints du préfet et du délégué, c'était très énorme. Le gouverneur a posé la main dans le cas, il a porté ça sur lui en rétrécissant les zones interdites, en élargissant les champs d'action pour les mototaximens. Mais il concède qu'il y a lieu pour eux de montrer patte blanche dans leur activité. Nous avons reçu les instructions que nous devons continuer à sensibiliser nos camarades pour que la ville soit vraiment assainie et le secteur lui-même tout entier qui soit assaini. Et nous interpellons tous nos camarades aujourd'hui. Désormais, les mototaxis ne sont plus visibles au cœur de la capitale. Je vous le disais en titre, des obstacles continuent de se dresser sur la route qui mène aux législatives municipales prévues en février 2020 dans la circonscription électorale de Yaoundé 4. 3 candidats déclarés et responsables du SDF, MRC et CRAC accusent ouvertement certaines autorités d'empêcher la facilitation des procédures de constitution et de dépôt des dossiers de candidature. Dans un communiqué conjoint rendu public ce jour, ils interpellent le directeur général des impôts de clarifier les conditions de délivrance de l'attestation de non-redevance. Ils demandent aux sous-préfets et aux maires de créer des corridors et guichets spéciaux en vue de la délivrance de certains documents. Ils exhortent le directeur général de l'ECAM de saisir toutes les administrations impliquées dans la production des dossiers de candidature par un communiqué qui rappelle la gratuité des pièces y afférentes. Pour ces responsables du SDF, MRC et CRAC, une compétition électorale sans heurte dépend de l'impartialité de ces autorités et la sévérité dans le traitement des dossiers. C'est un communiqué conjoint signé des responsables du MRC, du SDF et du CRAC. Dans le reste de l'actualité, l'ampleur des zones à risque préoccupe également les populations installées dans certains quartiers de la région du Nord-Ouest. Elles sont nombreuses qui se sont installées dans ces vallées et zones à risque où les éboulements de terrain pourraient subvenir dans les tout prochains jours. Elles avaient déjà été sommées de déguerpir depuis 2015, mais très peu d'entre elles ont quitté ces lieux dangereux pour leur vie. Reportage Nadine Yambou et Stella Mbou. Ici, le quartier Sissia à Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Ce beau paysage cache bien mal le danger permanent qui guette les habitants qui y résident. Près d'une vingtaine de maisons sont construites sur des flancs des collines exposées à d'éventuels éboulements. Malgré le danger qu'elles côtoient au quotidien, ces populations déclarent n'avoir pas où aller. Ici, je moulais des blocs de terre afin de gagner un peu d'argent. Je vis dans cette zone à risque et je n'ai pas d'autre endroit où aller. Je n'ai pas le choix. Je sais que c'est une zone à risque, mais je n'ai pas d'argent pour aller m'installer dans un meilleur endroit. Parfois, j'ai peur qu'elle s'écroule. Là, il y a une colline et un terrain de jeu à proximité. Classée zone à risque, les populations du quartier Sissia avaient été sommées de déguerpir les lieux en 2015 en vue d'un projet d'urbanisation. 4 ans plus tard, rien n'a été fait. Elles se sont installées de la plus belle, minimisant les risques qu'elles encourent. Je sais que c'est risqué, je suis ici depuis plus de 10 ans. J'ai cette conviction qu'il ne peut pas avoir un éboulement à cet endroit.
ceux qui vivent ici n'ont aucun problème. C'est une véritable épée de Damoclès qui plane sur les habitants du quartier Sissia installés en contrebas des collines de Bamenda 3e. Par ailleurs confrontés au problème des routes et inondations du fait de la zone marécageuse. L'Union européenne multiplie les stratégies pour décourager des immigrés africains clandestins de rêver encore du périple du désert pour se rendre sur les côtes italiennes. Un projet de protection et de réintégration de ces ex-migrants a été mis en place. Et grâce à l'appui de l'Union européenne, l'Organisation internationale des migrants, près de 3500 jeunes ont bénéficié de cet accompagnement au Cameroun. Le point avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. À l'heure du bilan, le comité de pilotage de l'initiative pour la protection et la réintégration des migrants ne fait pas la fine bouche. Le projet conduit par l'Union européenne et l'Organisation internationale des migrations revendique un bilan assez satisfaisant. C'est une initiative qui a permis d'emblée le retour de plus de 3500 migrants camerounais qui étaient dans des situations de grande précarité au niveau des pays, notamment la Libye, le Maroc, l'Algérie, le Niger, pour ne citer que cela. Et donc pour nous, contribuer à travers les fonds fiduciaires de l'Union européenne à sauver, je dirais, la vie de 3500, dont certains seront certainement dans une situation dramatique, est une fierté du programme. Mais il ne s'est pas agi seulement d'accompagner et de faciliter le retour volontaire de ces ex-migrants. Le programme leur a surtout offert des opportunités de réintégration socio-économique. Sur ce plan aussi, le bilan n'est pas négligeable. La moitié parmi eux, soit plus de 1500, sont aujourd'hui en activité dans des domaines variés, notamment dans le domaine de l'agropastoral, dans le domaine de services. On a beaucoup de jeunes qui sont retournés faire des formations professionnelles. Certains jeunes sont aujourd'hui retournés pour reprendre l'école qu'ils ont abandonnée. Le projet, qui a démarré en 2017, ambitionnait de raccompagner 850 migrants sur 3 ans. Des projections qui ont été dépassées et qui augurent certainement de lendemains meilleurs. Des jeunes ex-migrants qui ont vécu des situations très difficiles, par exemple en Libye ou en traversant le désert, c'est eux aujourd'hui qui témoignent de ce qu'ils ont vécu et qui informent leurs compatriotes qui sont peut-être tentés par prendre ces risques. Beaucoup reste à faire, évidemment, mais je crois aujourd'hui la perception de la migration illicite et irrégulière a évolué un peu parce que les risques sont mieux connus et les techniques de ceux qui arnaquent littéralement les migrants sont mieux connues. Main dans la main, l'Union européenne et l'Organisation internationale des migrations veulent offrir aux ex-migrants camerounais une nouvelle vie, bien différente du calvaire et des humiliations vécues loin de leur territoire. La Banque européenne d'investissement compte multiplier les financements destinés au Cameroun, notamment les PME qui feront partie des principaux bénéficiaires, selon le chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun. Il s'exprimait ainsi lors de la présentation du nouveau représentant régional pour l'Afrique de la Banque européenne d'investissement. Le grec Nicolas Miliantis doit gérer un portefeuille de 515 milliards de francs CFA investis dans les secteurs énergétiques et agricoles au Cameroun. Sur la retombée de la coopération entre le Cameroun et cette banque d'investissement, je vous invite à suivre une attitude du ministre des PME, Achille Basilekin III. Alors il faut dire que la BEI est un acteur essentiel pour nous dans le cadre du renforcement de capacités des petites et moyennes entreprises et surtout de l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Et donc, nous sommes conscients de ce que, à partir du moment où la BEI a pour agenda de renforcer le secteur privé, nous au ministère des PME, nous sommes preneurs de tous les instruments. Donc nous avons des attentes spécifiques en la matière, très fortes, très importantes. Et j'en ai discuté d'ailleurs avec le représentant de la BEI. Nous sommes convenus de ce qu'on devrait organiser des sessions d'information, de dissémination des mécanismes et surtout des dispositifs de financement que la BEI met à disposition. Donc on aura des ateliers de vulgarisation sur les pratiques et surtout les dispositifs de la BEI à Yaoundé et à Douala, avec naturellement des confédérations patronales. Et donc c'est dire que nous allons jouer un rôle
important dans cette dissémination parce qu'il s'agit en définitive de faire en sorte que les porteurs de micro-projets, les porteurs de petits projets, les promoteurs de PME, tous aient l'opportunité, comme c'est le cas des engagements que la BEI prend dans un certain nombre de pays. Dans ce chapitre, économie des entreprises africaines éprouvent des difficultés à se conformer à la réglementation en matière d'accès aux financements internationaux, réglementation de change dans la zone CEMAC. Pourtant, ce sont des facteurs décisifs pour améliorer les opérations commerciales et améliorer la productivité des entreprises. Un séminaire sur les techniques d'innovation et de conformité se tient à cet effet au JICAM à Douala. D'autres précisions avec Innocent Abega et Gladys Sidier. En Afrique, de façon générale, de nombreuses entreprises peinent à se mettre à jour en matière de conformité de la réglementation dans leur secteur respectif. Cette réalité est plus prégnante dans les institutions financières que sont les banques, où les normes sont constamment en mutation. L'acte de maturité, comme on dit en anglais, c'est-à-dire dans la conformité liée au anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme international. C'est pas le pays, c'est pas le seul pays. C'est en général dans tous les pays émergents en Afrique, on sous-estime ce type de risque. L'enjeu est pourtant de taille. Le respect de la réglementation a en effet un lien direct avec les questions d'image des entreprises. C'est aussi un vecteur de bonne gouvernance et de croissance. Pour nous particulièrement en Afrique, on a un enjeu qui est au-delà des sanctions réglementaires, des sanctions économiques, puisque quand vous n'êtes pas conforme, pour limiter leurs risques, parce que ces obligations s'appliquent également aux obligations aux entreprises étrangères, alors pour limiter le risque qu'elles soient non conformes, préfèrent ne pas faire affaire avec vous qui êtes non conforme. À l'intention des chefs d'entreprise, juristes d'entreprise et différents responsables en charge de la conformité, un séminaire de 2 jours se tient au JICAM à Douala. Le principal objectif est d'amener les institutions financières et non financières à intégrer la culture de la conformité légale dans leurs pratiques. La seconde journée, ce sera essentiellement de dire aux entreprises ou de leur montrer comment, une fois qu'on connaît sa réglementation, comment on s'assure qu'on l'implante au niveau de l'entreprise, de l'organisation, pour les responsables des secteurs conformité, comment est-ce qu'on met en œuvre et on déploie une culture de conformité au sein de l'entreprise, et pour un dirigeant, comment je fais pour avoir l'information qui remonte et m'assurer donc que je suis compliant ou pas. Au programme de ce séminaire, des formations sur la nouvelle réglementation des changes en zone CEMAC, les enjeux de la lutte contre le blanchiment de capitaux et les techniques d'innovation, entre autres. Le centre-ville de San Melima et la nouvelle ville en devenir, désormais reliés par un pont. L'ouvrage a été construit récemment. Il permet de désenclaver notamment le village Essé, l'un des plus grands de cette commune. Reportage Rodingassi et Marcelin Gansop. La traversée du pont sur la rivière Lobo. C'est la plus importante réalisation de la voie d'accès qui mène au marché moderne de San Melima. Chose impossible il y a quelques mois encore. Non seulement ce pont dessert le nouveau marché, il relie surtout le centre-ville de San Melima à la nouvelle ville en création, au village Essé. Une réalisation du génie militaire qui fait le bonheur des populations locales, mais également de l'exécutif communal. La voie d'accès, c'est environ 2 km de voie bitumée avec un pont de 26 mètres et plusieurs lignes de bus et de l'éclairage public. Il a donc fallu que ce pont soit construit pour que la voie d'accès au marché moderne de San Melima soit fonctionnelle et que cet espace marchand, dont la construction est achevée depuis 2016, soit enfin inauguré. Au four et au moulin, les sapeurs du génie militaire ont mouillé le maillot pour réaliser cet ouvrage dans une zone essentiellement marécageuse. Un exercice qui n'a pas été facile, mais le génie militaire est habitué à ce type de travaux. En plus de la route qui passe désormais, un système d'éclairage public a été installé tout au long de l'itinéraire. Mais il est envisagé dans un bref avenir l'extension du réseau électrique, condition sine qua non de l'extension future de la ville, chère à l'exécutif communal de San Melima.
Les Lions indomptables se sont entraînés cet après-midi au stade annexe à Bepanda, à Douala. Malheureusement, les supporters venus nombreux n'ont pas pu accéder au stade en raison de la sécurité qui les a empêchés d'y accéder. Pour de nombreux joueurs, ils affirment leur déception après ce match nul face au Cap-Vert. Ils disent être déterminés à améliorer leur performance durant la prochaine rencontre décisive pour voir leur capacité à pouvoir gagner la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. D'autres précisions avec François Dikoumé et Sylvestre Hippolyte Zangao. Cela faisait une vingtaine d'années qu'ils n'avaient pas vu leur équipe nationale de football à Douala. C'est donc en grand nombre que les supporters des Lions indomptables ont fait le déplacement du stade omnisport de Bepanda, espérant voir la séance d'entraînement de l'équipe. Mais pour des raisons sécuritaires, ils n'ont pas eu accès au stade. Je sors de Njombe comme ça pour venir regarder les Lions. J'ai payé 2000 francs de transport. Vous avez annoncé ce matin que les Lions devaient s'entraîner ici. Moi voilà, j'ai effectué un déplacement de Njombe pour ici, pour venir supporter les Lions, mais on nous empêche de ne pas entrer. Est-ce que c'est normal, Sylvestre? Après 21 ans. Après 21 ans, on n'a plus jamais vécu ce genre de choses. Après 21 ans. Je quitte le village pour venir regarder les Lions pendant les entraînements, mais je suis très déçu. J'ai abandonné mon travail pour venir regarder les Lions. Les joueurs auraient bien voulu s'adonner un bain de foule. Cependant, il fallait respecter le protocole. Mais cela ne dilue pas la satisfaction du capitaine Eric Maxime Choupo-Moting d'être dans la capitale économique du Cameroun. Quand on est ici à Douala, moi ça fait quand même un peu du temps que j'étais pas ici et on voit la joie, on voit les gens. Donc... Même dans le staff technique, la satisfaction d'être à Douala après autant d'années est grande, affirme l'entraîneur adjoint François Omambiik. Je passais des moments agréables ici. J'ai fait, même si ça n'a pas duré longtemps, les études ici au lycée technique. Donc, ouais, j'ai habité, non juste au public, à la population de Douala, que l'équipe nationale, c'est la leur aussi. Dommage qu'on n'ait pas souvent des moments pour venir passer ici, mais on espère que le ministère et la fédération vont nous donner des possibilités pour venir leur rendre visite aussi. Après le match nul contre le Cap-Vert, les Lions indomptables sont donc à Douala pour préparer celui de Kigali dimanche contre le Rwanda. Pour Michael Ngandou-Gandui et André Onana, il faudra jouer avec plus de détermination. C'était, on va dire, un peu décevant pour nous. On joue à domicile, on avait obligation de gagner, mais ça n'a pas été fait. Donc on va remettre ça dimanche contre le Rwanda. Vu ce qui s'est passé en 2019, là, il faut s'attendre à tout. On joue avec la détermination, nous jouons sachant que nous ne sommes pas qualifiés. On joue pour se qualifier, on joue pour la première place. C'était important pour nous de gagner, malheureusement on n'a pas pu gagner. Mais c'est le football, il y a des moments comme ça, il y a des moments où on paye, il y a des moments où on gagne. Il faut juste rester positif et rester fidèle à ses principes. Pour affronter le Cap-Vert, les Lions indomptables ont eu à peine une séance d'entraînement. Ce qui pour Ambroise Oyongo Bitolo peut expliquer le jeu insatisfaisant de l'équipe. On n'a eu même pas une séance, juste une journée de décrassage pour pouvoir jouer hier. Je pense que ça a été difficile pour tout le monde et physiquement aussi avec la fatigue. On n'a pas pu jouer avec toute l'énergie qu'on a souvent. Mais je pense que c'est parti remise. On se prépare pour dimanche pour ramener les 3 points. Lors de la séance d'entraînement au stade annexe de Bepanda, plusieurs joueurs qui étaient dans le 11 de départ face au Cap-Vert ont eu droit à une séance de mise en forme, alors que les gardiens de but avaient leur atelier supervisé par Jacques Songo. De retour de blessure, et après avoir disputé quelques minutes du match contre le Cap-Vert, Vincent Aboubakar s'est entraîné avec le reste du groupe avant de regagner le bus avec ses coéquipiers pour retourner à l'hôtel. Quelques privilégiés, ceux qui travaillent sur le chantier du stade de la réunification, ont pu vivre ces moments. Je suis très fier de les avoir vus. Allez les Lions, nous sommes avec vous. L'émotion est au top niveau, Sylvestre. Je ne sais plus quoi dire, mais là, je veux bien dormir. Parce qu'on a tant vu à la télé, tant vu dans les médias internationaux. Aujourd'hui, c'est le live. Les supporters gardent donc beaucoup d'amour pour ces Lions indomptables. Reste donc maintenant à eux de répondre à leurs attentes par de bons résultats. Dans la tanière des Lions indomptables, l'ancienne gloire du football camerounais et qui est également entraîneur adjoint de cette équipe, François Omambiik, affirme que les Lions sont gonflés à bloc. Ils comptent gagner tous leurs matchs prévus dans ces éliminatoires sans tenir compte que le Cameroun est le pays hôte de cette CAN prévue en 2021. L'objectif est d'éviter des surprises désagréables vécues en 2019. Je vous invite à suivre François Omambiik, qui est l'entraîneur adjoint des Lions indomptables.
Il n'y a pas de match de préparation, c'est des matchs officiels. Hein. Donc on les prépare pour gagner. On a fait un 0-0 qui ne nous satisfait pas. On sait que le groupe a les qualités, mais bon, entre les championnats et les matchs de ces milieux de semaine, c'était proche pour pouvoir travailler quelque chose. C'est des professionnels, on sait là où nous voulons aller et on va continuer à travailler. On sait que ça ne va pas être facile, mais on va persévérer. François, dans les tribunes hier, c'était stratégique? Oui, on a un groupe de travail en harmonie avec le coach. Hein, donc il n'y a pas de problème là-dessus. On communique, on se prend des conseils. Donc on travaille en harmonie. Donc ça surprend peut-être d'autres personnes, mais moi, non, nous continuons notre travail. Notre objectif, c'est effectivement de préparer cette équipe pour que à la finale de la 2021, que le Cameroun soit le possesseur de ce trophée. On sait également que vous êtes dans une ville de Douala qui vous aime beaucoup. Que dites-vous? Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Constitution des dossiers pour les législatives et municipales 2020 au niveau de Yaoundé, dans le 4e arrondissement de Yaoundé. C'est la croix et la bannière pour certains candidats du CRAC, du Social Democratic Front et du MRC. Ils ont signé un communiqué conjoint pour dénoncer l'attitude de certaines autorités administratives qui compliquent la tâche pour obtenir ces pièces indispensables afin d'être présélectionnés pour cette compétition électorale. Ils ont, vous le savez, jusqu'au 25 novembre en 2019 et jusqu'ici, ils peinent à avoir certaines pièces, notamment la pièce de l'attestation de non-redevance dans les services des impôts, raison pour laquelle ils ont interpellé le directeur général des impôts de clarifier les conditions qu'il faut remplir pour obtenir ces documents. Ils interpellent également le sous-préfet et le maire afin qu'il crée un corridor et un guichet spécial pour faciliter la tâche à tous les candidats à déclarer et futurs conseillers municipaux ou non qui souhaitent également pouvoir obtenir les pièces exigibles pour les élections législatives et municipales. Le directeur général de l'ECAM a également interpellé sur la nécessité pour lui de publier un communiqué pour rappeler la gratuité de certains documents qui doivent être délivrés dans les différentes administrations. Là, on voit bien que la difficulté ne fait que commencer pour ceux qui souhaitent être demain des conseillers municipaux ou alors des députés, du moins dans le cadre de la constitution des dossiers à venir pour ces élections législatives et municipales. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous lundi, certainement. Lundi, 20h. Donc demain, nous serons avec Nadine Yambou. C'est bien cela? Vous l'avez dit, Serge Alain. Voilà.